Oui, c'est des applaudissements enregistrés. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Seriously. Alors, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est une éternelle question qui refait surface avec la une du 13 février de The Economist, The Right Way to Do Drugs, ou encore Bertrand Zotenberg, un pneumologue qui a pris la défense de la légalisation du cannabis il y a quelques semaines. Un pneumologue? Seriously? Alors, cela fait quelques années qu'on le sait, le traitement de ce sujet par les politiques français, il est un peu fumeux. Je vous rappelle les propos de Valérie Pécresse il y a quelques mois. La région financera la réalisation de tests au cannabis dans les lycées. Ok, faire des tests de drogue salivaire dans les établissements scolaires? Alors, je voulais même pas rentrer dans le détail de pourquoi c'est pas possible, mais je vais le faire quand même tellement c'est jouissif. Déjà, il faut l'accord des étudiants. On ne peut pas obliger un test salivaire sans motif, surtout quand c'est fait par SOS Drogue Info Service, qui n'est ni une autorité judiciaire, ni policière. Personne ne va accepter, à part peut-être Amaury qui se met toujours au premier rang en cours de latin. Bon courage avec ça. Ensuite, ce test n'a aucun effet après un simple bain de bouche. Et ça, si c'est interdit, je peux vous dire que ça causera beaucoup plus de dégâts que la légalisation du cannabis. Cette déclaration, elle pourrait être anecdotique, mais elle représente aujourd'hui une énième maladresse du gouvernement face à une consommation de cannabis en France qui ne parvient pas à endiguer. Petit rappel des faits, la France aujourd'hui, elle pénalise la consommation, la vente et la production de cannabis sur son territoire. Et pourtant, nous faisons aujourd'hui partie des plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Selon un rapport de 2011, dans le mois, on avait 12,7% des 15-24 ans en France qui consommaient du cannabis, contre 5,3% aux Pays-Bas. Et c'est pareil pour son accès. 40,9% de la population française y a déjà goûté, alors qu'aux Pays-Bas, où la consommation est légale, la part de la population l'ayant déjà testé n'est que de 25,7%. Je vous rappelle qu'à Amsterdam, on a quand même, dans une seule ville, 220 coffee shops. Et si vous pensez qu'on y vend du café, je vous déconseille très fortement d'aller à Amsterdam. Dites-vous qu'en fait, la consommation est tellement forte en France qu'on peut établir une carte de la consommation des drogues. Et pas par un sondage Ipsos, par le biais de nos égouts. Alors, je veux que la prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, vous repensiez à ces personnes dont le travail a été de faire le tour de nos stations d'épuration pour ramasser des échantillons d'urine et de sel. Pensez-y la prochaine fois que vous croirez avoir un travail de merde. Du coup, il y a un constat clair. La politique de répression, elle marche pas du tout. On a une loi et chaque année, tu as 4 millions de personnes qui s'en tapent. Malgré 568 millions d'euros chaque année consacrés à la répression, dont 300 millions rien que pour les interpellations, on reste dans le top des consommateurs européens. Alors, plusieurs pays ont renoncé au tout répressif, d'autres ont même commencé à mettre en place des filières du cannabis, comme certains États américains. Mais en France, on est très loin de tout ça. La France a fait même partie des 5 derniers pays de l'Union européenne qui considèrent l'usage comme une infraction pénale. Et ça entraîne plusieurs conséquences. Déjà, les coûts pour l'État, qui se répercutent sur nos impôts. Ensuite, les filières criminelles, qui se financent par ce biais. Et enfin, les enjeux sanitaires. Sans contrôle, comment on peut s'assurer de la qualité de ce qui est fumé? Le fait qu'il y ait des millions d'infractions là-dessus, voilà, c'est une chose. Par contre, le fait qu'il y ait des gens qui prennent des risques sanitaires, ça, c'en est une autre. Non, parce que si ton dealer il fait un contrôle qualité, moi j'ai plusieurs potes que ça peut intéresser. C'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de problème de santé. Déjà, il y a la façon qu'on a de prendre du cannabis. Généralement, on le fume. Sauf que le cannabis, il brûle moins que le tabac et il produit davantage de gaz carbonique. Fumer un joint équivaut à fumer entre 2,5 et 5 cigarettes de suite. Si vous aviez encore un doute, fumer tue et plus de 70 000 Français chaque année. C'est nul. Après, il y a le cannabis en lui-même. Une étude de 2012 menée pendant 40 ans nous dit qu'il y a un effet irréversible sur le QI quand on en prend jeune. Et pas que, parce qu'il y en a une autre étude de l'Utah qui nous parle d'une diminution du cortex préfrontal. C'est une zone responsable pour les fonctions cognitives. Donc en gros, il y a de vrais effets sur le cerveau chez les moins de 21 ans, et je vous parle même pas de tout ce qui est psychose, paranoïa, augmentation du risque par 3 de devenir schizophrène. Voilà, on va pas se mentir, c'est peut-être cool sur le coup, mais tu peux rapidement développer une addiction, galérer avec ta mémoire, ta concentration, bref, tu peux perdre les pleines capacités de ton cerveau. C'est de la drogue. Et la drogue, c'est mal, mon voyez. Mais après, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. C'est mal, mais est-ce que c'est plus mal que ce qui n'est pas interdit? Pour des raisons historico-culturelles, l'alcool et le tabac sont licites en France. Alors qu'en termes de santé publique, il s'agit des premières causes de mortalité dans le pays avec l'hypertension. Le cannabis, ça arrive que très loin derrière. Ça, c'est une carte des drogues d'ailleurs. Et on voit bien que le cannabis est sous l'alcool et le tabac en termes de dégâts physiques et de dépendance. Enfin, d'ailleurs, l'ecstasy, apparemment, ça a l'air pas mal. Alors, est-ce qu'il y a que du mauvais dans le cannabis? Eh ben non. La consommation de cannabis, elle peut aussi apporter de nombreux effets positifs si elle est encadrée par un médecin, administrée par vaporisation, par spray, par comprimé, ou même par suppositoire. Parce que oui, il y a un putain de projet de suppositoire au cannabis qui est à l'étude pour lutter contre les douleurs des règles. Oui, suppo quoi. Alors, antidouleur, analgésique ou anticonvulsif, disparition des nausées, il y a plein d'usages, et particulièrement auprès des patients sous chimiothérapie ou atteints de sclérose en plaques.
Donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, l'apparition d'un médicament dérivé du cannabis, qui s'appelle le Sativex, a même failli arriver en France. Bon, alors ils se sont pas mis d'accord sur le prix, donc pour l'instant c'est dans les limbes, des trucs qu'on n'arrive pas à négocier à côté du conflit israélo-palestinien et de certaines séries sur Netflix. Et si vous m'entendez, soyez sérieux, priorité Netflix. Pour revenir sur les apports potentiels aux États-Unis, ils sont même allés plus loin. Des entreprises comme Flowhub et Massroots, qui sont dans l'industrie, encouragent la consommation pendant le brainstorming pour avoir de nouvelles idées. Si. Donc on se rend compte que le cannabis, c'est pas forcément le démon et qu'il y a peut-être des choses à en tirer, sans parler du fait qu'il y a un décalage profond entre les habitudes des Français et les lois. Du coup, sans aller à l'encouragement dans les entreprises pendant les sessions de brainstorming, on se rend compte qu'il y a clairement un problème. Alors, c'est quoi les solutions qu'on a à nos dispositions ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux manières de résoudre ce problème et de ne plus être dans une interdiction simple. Il y a la dépénalisation et la légalisation. D'abord, la dépénalisation, spoiler, ça n'a rien à voir avec le retrait de la famille Le Pen. Non, la dépénalisation de l'usage, c'est renoncer à punir pénalement l'usage d'un produit, ou du moins baisser le niveau de l'infraction pour le consommateur. Ça ne veut pas dire que tout est autorisé, et c'est comme pour l'alcool en fait. C'est pas un délit d'être sous, mais l'ivresse publique ou l'alcool au volant, c'est interdit. Le premier avantage, c'est l'impact direct sur le coût de la répression, qui est réduit, et sur les tribunaux qui sont désengorgés des petits délits de consommation. Et quand on connaît le problème de l'engorgement des tribunaux en France, c'est un point intéressant. Après, forcément, la question qui se pose, c'est de savoir si le fait de dépénaliser le produit peut entraîner une augmentation de la consommation. Parce qu'on peut imaginer qu'une partie de la consommation adolescente s'effectue dans une logique de transgression de la loi, et que du coup, si on autorise le cannabis, ils s'orienteraient tous vers des drogues plus nocives. En gros, qu'il y ait un glissement des drogues. On n'a qu'à regarder ce que les pays qui l'ont dépénalisé ont fait, quoi. Aux Pays-Bas, la consommation de cannabis, elle est tolérée et elle n'a jamais explosé. Et c'est pareil pour le Portugal, qui aujourd'hui fait partie de ceux qui comptent le moins de consommateurs d'Europe. Et j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur le Portugal. Le nombre d'héroïnomanes a baissé de 60% en une décennie, et d'après le rapport de 2009 de l'Institut de la drogue et de la toxicomanie, le Portugal est le pays où la consommation de cannabis des 15-64 ans est la plus faible d'Europe, avec moins de 8%. Et c'est pareil avec la consommation de cocaïne. Et même chez nous, avant la loi de 1970, l'usage privé de la marijuana était autorisé et on en consommait 4 fois moins qu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas lier si facilement la dépénalisation avec une augmentation de la consommation. Après, il y a une seconde alternative, c'est la légalisation. En gros, on donne un cadre légal à un produit ou une activité. Donc c'est pas du tout une liberté totale, ça peut être un cadre restrictif par exemple. Déjà, on peut limiter le type de consommateur. C'est ce qui se passe en Suisse ou en Californie, c'est que pour un usage thérapeutique. Du coup, si vous allez à Venice Beach, vous verrez des docteurs très sérieux qui vous feront une évaluation médicale pour $30. L'État peut aussi faire comme l'Uruguay en 2013 en nationalisant sa production et sa distribution. Alors, l'avantage de cette option, c'est surtout de rapporter beaucoup d'oseille à l'État avec des recettes fiscales estimées à 1,8 milliard. Et ça peut aller hyper loin. Le Colorado s'est même retrouvé avec trop de recettes sur les bras liées au cannabis, avec 30 millions de dollars de plus que ce qui était prévu. Et c'est pas qu'une question monétaire, ni qu'une question de qualité. Puisqu'en termes de sécurité, la légalisation elle permet aussi de diminuer les trafics via des prix bas au départ, pour casser les réseaux, puis en augmentant progressivement les prix. Enfin bref, il y a des alternatives sérieuses, et moi quand j'entends Marisol Touraine, fin novembre, qui nous dit « Je ne suis pas favorable à ce qu'on mette ce débat sur la table aujourd'hui, maintenons le droit tel qu'il est, il ne me semble pas judicieux comme message à envoyer de dire qu'au fond le cannabis, c'est pas si grave que ça », ça me rend ouf. Alors je suis pas en train de défendre la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que tu as 40% des Français qui ont déjà goûté ça. On est l'un des premiers pays d'Europe qui en consomme. C'est en hausse. Ça vaut peut-être le coup d'en discuter, et faire la politique de l'autruche, ça va pas nous aider. Tu as beaucoup de pays qui ont pris les devants, on a des éléments qui nous prouvent qu'il y a du bon dans ces solutions-là, et quand Bertrand Dotzenberg, pneumologue, il relance le débat, eh bien profitons-en pour nous poser les bonnes questions. Alors non, le cannabis c'est pas non plus le truc le plus sain de la Terre, et c'est pas trop mal que les sociétés en contrôlent l'accès un minimum. Mais sérieusement, pénalisation d'un produit consommé par autant de monde, achetable aussi facilement, moins nocif que beaucoup d'autres produits légaux et qui a même des vertus thérapeutiques et dont la vente alimente gangs et trafics en tout genre. Non, soyons pas stupides. J'ai l'impression d'être face à un mec qui continue de commander de la salade au McDo pour prendre soin de son corps. Affrontons le problème. Il faut commencer par renouer le dialogue avec la jeunesse. Au lieu de les étiqueter génération Y, vous êtes là. Au lieu de ça, on a quoi ? Des débats sur la déchéance de nationalité dont on se branle complet. Là, on parle d'un problème qui fait que tu as 12% des Français qui sont régulièrement en infraction. On parle de gosses qui savent pas ce qu'ils fument. On parle de malades qui peuvent pas se soulager. On parle de trafiquants qui font des thunes sur tout ça. Et ça c'est un problème concret. La France a toujours été en avance sur beaucoup de choses. Maintenant, évitons d'être en retard.
J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à lâcher un pouce en l'air si vous voulez en voir d'autres. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux, facebook.com/SiriusNorth, twitter.com/SiriusNorth et Snapchat. Merci à tous les tipeurs, vous êtes vraiment formidables. Vous pouvez vous aussi soutenir financièrement le projet sur tipeee.com/SiriusNorth. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Love and peace.